L'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for. Expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Le retour d'un héros vivant, Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire. C'est le thème de cette émission qui va nous permettre d'analyser en même temps le rôle de la CPI, cette Cour pénale internationale qui a été installée à La Haye pour juger les dirigeants africains. Mais à la base, c'était considéré que c'est une cour qui devrait juger tous les criminels à travers le monde. On a constaté que depuis que la CPI existe, est en fonction, est en activité, cette CPI ne fait que juger et condamner les dirigeants africains et les activités et les dirigeants qui gèrent donc le continent au quotidien. Pour quel rôle cette CPI a été installée au niveau de La Haye et pourquoi? Pourquoi doit-on seulement cibler une catégorie de personnalités pour y aller? Tel est le thème de cette émission, car nous avons constaté tous hier avec satisfaction, les Africains en tout cas en général, sont satisfaits du retour du président, l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans la liesse de voir l'homme qui les a dirigés, l'homme qui a marqué les esprits de tout un continent, revenir sain et sauf et quoique fatigué par cette période de 10 ans qui l'ont fait fatiguer avec des enquêtes, de jugements interminables. 10 ans, c'est essoufflant. En fin de compte, il est rentré chez lui. Et donc, cette émission, nous allons essayer d'échanger ensemble. Nous allons échanger avec deux invités. L'un se trouve au Bénin et l'autre se trouve à Paris. Tous sont des Africains, panafricanistes, analystes et politiques. Nous avons M. Laurent Tonikies, qui est journaliste, éditorialiste, il est au Bénin. C'est avec lui justement que nous allons avoir cet écho d'Afrique ce soir. Ensuite, nous avons M. Wilfried Nandong, il est activiste politique, il est membre d'un parti politique, il est panafricain et panafricaniste gabonais. Et donc, vous qui êtes chez vous, vous pouvez également nous envoyer vos questions si vous voulez intervenir à cette émission. C'est avec plaisir, en tout cas, que nous allons vous recevoir ce soir. Et pour commencer cette émission, nous avons M. Tonikies. Bonsoir, M. Tonikies. Bonsoir, M. Kitoko, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en direct ce soir sur Télé Saturne. Merci beaucoup. Nous allons aussi joindre M. Wilfried Nandong. M. Wilfried, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à M. René Kitoko. Bonsoir à M.
Tony Niquet, Laurent, et bonsoir à tous Oui. les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Voilà. Bonsoir, monsieur Wilfried. Voilà. Merci en tout cas. C'est la première fois que vous rencontrez sur ce plateau de Télé Saturne et des Canal Africa 54 à partir de nos studios de Londres, mais nous sommes en duplex avec vous à travers l'un en Afrique, comme je venais de l'annoncer, et l'autre en France, à Paris. Alors, essayons d'analyser la première partie de cette émission. Nous allons la consacrer à la CPI, le rôle de la CPI d'abord. Pourquoi la CPI? Pour quelles raisons cette Cour pénale internationale a été créée pour juger qui en fait? Je commence par M. Tony Kies. Merci, monsieur Kitoko. Il faut préciser que la Cour, depuis en tout cas, l'année où elle a été créée, et précisément 1er juillet 2002, où elle a commencé par fonctionner, elle a été créée pour engager des poursuites contre les présumés auteurs d'actes de violence, de génocide, de crimes de guerre, d'exécutions extrajudiciaires, de torture. Donc, voilà l'idée première pour laquelle la Cour pénale internationale a été créée. Et donc, cette idée première, en fait, concerne tous ceux qui sont présumés auteurs d'actes à travers le monde. Ce n'est pas nécessairement les auteurs de ces actes en Afrique, bien évidemment. Mais malheureusement, dans le prolongement, dans l'évolution de la Cour pénale internationale, on a constaté que cette Cour s'est orientée beaucoup plus vers les présumés auteurs de troubles, de crimes de torture, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité en Afrique. Et donc, les autres auteurs de ces crimes dans les autres parties du monde ne sont pas pour autant jugés par la Cour pénale internationale. Il faut aussi préciser qu'à un moment donné, cette Cour a perdu une partie de sa crédibilité. Et donc, quand Fatou Bensouda venait à la tête de la CPI, l'idée première, c'était de permettre à ce que l'Afrique soit réconciliée avec la Cour pénale internationale. Mais malheureusement, elle a fait 9 ans. Elle n'a pas réussi à réconcilier la Cour pénale internationale avec l'Afrique. Au contraire, elle a créé plus de disparités, je dirais, plus de soucis, de problèmes entre l'Afrique et la Cour pénale internationale. Alors, comme cette question l'indique, peut-on considérer que la CPI est une coquille vide des Occidentaux? Est-ce que c'est une coquille vide finalement parce qu'on n'arrive pas à comprendre réellement pourquoi on invite généralement les dirigeants africains? Comment peut-on considérer cette Cour pénale internationale aujourd'hui? Oui, il faut dire que cette Cour pénale internationale est devenue pratiquement comme un instrument de chantage pour les chefs d'État africains ou pour les acteurs politiques africains. Quand on veut regarder un peu la situation qui a prévalu du côté de la Cour pénale internationale, avec toutes les situations que nous avons eues, à un moment donné, c'était devenu un instrument de chantage pour les puissances étrangères, notamment les anciens colons, les anciens pays colonisateurs, qui, à un moment donné, utilisaient la Cour pénale internationale pour faire du chantage aux colonisés, en griffe qui, même si aujourd'hui, se réclament être pays indépendants. Et vous allez voir que dans le prolongement des décisions qui ont été prises au niveau de la Cour pénale internationale, on constate que, par exemple, dans la situation de Laurent Gbagbo, c'était une situation dans laquelle Gbagbo n'était pas pour autant le seul coupable dans la situation en Côte d'Ivoire. Mais puisque Gbagbo, à un moment donné, a commencé par menacer les intérêts d'une certaine puissance à un moment donné, on a utilisé la Cour pénale internationale pour le réduire au silence. Et on a vu toute l'humiliation qui a suivi. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Laurent Gbagbo a été acquitté. On voit la même situation du côté de Jean-Pierre Bemba au niveau du Congo, qui finalement a été aussi acquitté. Donc, c'est pareil pour d'autres chefs d'État pour lesquels des non-lieux ont été prononcés, malheureusement. Donc, on se demande si réellement cette Cour, l'idée première qui sous-tendait la création de cette Cour a été respectée. Et quand vous regardez les différentes décisions qui ont été prises dans le prolongement, vous vous rendez compte que pour autant, la première mission de la Cour pénale internationale n'a pas pour autant été respectée, mais cette Cour est devenue un instrument de chantage pour les puissances qui ont continué à dominer les pays qu'on pourrait appeler en griffe pays faibles. Voilà, pour la même question, je vais poser la même question à M. Wilfried Nandong. M. Wilfried Nandong, comment analysez-vous cette question de la CPI? Est-ce que vous avez la même lecture? Oui, alors là, oui, je partage entièrement le point de vue de Monsieur Laurent. Franchement, la politisation de cette Cour lui a enlevé toute sa crédibilité. Et on remarque aujourd'hui qu'avec le temps, de nombreux pays sont en train
de se retirer de la Cour. Je tiens pour fait, en 2016, il y a eu 3 pays africains quand même assez des mastodontes, si on peut le dire comme ça, dans notre continent. L'Afrique du Sud s'est retirée de la Cour pénale internationale. Il y a eu le Burundi, il y a eu la Gambie. Ça, c'est en 2016. Il y a de nombreux pays qui ont du mal à regarder d'un œil de crédibilité cette cour depuis sa création. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ne sont extradiés là-bas que les chefs d'État africains que les Occidentaux ne veulent pas. Il y a de nombreux cas de crimes de guerre qui se passent en Afrique. On ne voit pas, en termes de crédibilité, en termes de légitimité, ce que la Cour fait. Et nous avons des chefs d'État qui ont été traduits et des hommes politiques africains qui ont été traduits à la Cour, dont M. Bemba qui a été cité, Bagbo, on a vu M. Blé qui ont été tous acquittés. D'où on se pose la question, est-ce qu'il faut rester à cette Cour? Est-ce que cette Cour est importante pour les pays africains? Et moi, je trouve déjà anormal que les problèmes de l'Afrique soient réglés en dehors du continent africain, en Europe. Nous sommes en 2021. En 2021, je pense que nous sommes assez matures, nous, en Afrique. Il y a l'Union africaine. L'Union africaine peut mettre en place une cour de cette envergure-là pour que l'on règle à l'intérieur de notre continent les problèmes de l'Afrique. On ne va pas continuer à nous infantiliser. Moi, cela me peine de voir que les problèmes de l'Afrique viennent se régler dans d'autres continents, sous d'autres cieux. Et lorsque je remarque que cette cour ne règle pas les problèmes, et il y a des problèmes de guerre et de génocide dans de nombreux autres pays, la France est membre de cette cour. On voit ce qui se passe dans le pays de Bachir al-Assad, c'est ça? Oui. Il y a des problèmes là-bas. Il y a eu la question de ce qui s'est passé en Afghanistan. On a vu ce qui se passe avec Saddam Hussein. On a eu le problème de Kadhafi. Je pense que la France devrait être interpellée aussi par cette cour. Moi, tant que je ne vois pas ce genre de choses-là, moi, je pense que les Africains n'ont rien à faire à cette cour. Pour moi, elle n'a pas son importance. C'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui, la politique africaine se résume au maintien de régimes dictatoriaux. C'est ça qui enlève la crédibilité, en fait. C'est ça qui enlève la crédibilité. On voit nos chefs d'État défiler en Europe, s'infantiliser, et c'est ça qui fait que les Européens sont obligés de mettre en place des structures comme cette cour, de ce type-là, pour dire, bon, il faut créer un organe pour régler la cour. Il y avait d'abord Ocampio. Après, ils se sont dit, bon, Ocampio, c'est un monsieur de l'Occident. Ils ont voulu maquiller, faire du mascara en mettant Madame Bensouda, qui s'est avérée aussi incompétente, si je dois le dire ainsi, parce que le rôle pour lequel, comme l'a dit mon frère Laurent, le rôle pour lequel elle a été assignée pour jouer ce rôle-là, elle n'a pas pu jouer ce rôle-là. Et puis aujourd'hui, c'est la Cour son efficacité qui est remise en question dans la gestion de ce type de cas. Voilà. Alors, comment considérez-vous le fait que Laurent Gbagbo, tout comme Jean-Pierre Bemba il y a quelques années, tous ont été comme ça, convoqués ou invités pour être jugés, mais au bout de 10 ans, ils sont acquittés. Ça sous-entend quoi finalement? Quelle est la démarche qui est sous-entendue ici? Que l'on ait, par exemple, invité ces hautes personnalités de leurs États, arriver à la CPI, ils doivent d'abord purger 10 ans gratuitement pour être acquittés à la fin. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? C'est pour dire les Africains ou c'est tout simplement pour leur montrer que bon, nous sommes là pour d'autres intentions? Mon frère Laurent, si je puis me permettre, moi je pense que les extraditions de la plupart des hommes politiques, pour ne pas dire des chefs d'État africains, c'est purement politique. On les envoie là-bas pour calmer le jeu, parce que bon, le fait pour eux de ne plus être au pays empêche les fortes mobilisations, parce que ce sont souvent des personnes crédibles et qui ont le soutien du peuple.
alors on t'extradie loin. Et comme nous avons beaucoup de complexes chez nous en Afrique, on pense que le blanc a toujours raison. Quand on t'envoie là-bas, on se dit, bon, la cour là est beaucoup plus sérieuse, voilà, parce que tu es dans une cour, il y a souvent ce complexe-là, son complexe d'infériorité. Donc, on va là-bas. Moi, je pense que c'est politique, hein, c'est politique. Ça n'a rien à voir avec un problème de fait, de crime et ceci. Crime, est-ce qu'il y a eu crime? Bien sûr qu'il y a des crimes qui se font dans ces pays-là. Il y a des crimes, bien entendu, mais on n'envoie pas les personnes qui devraient être extradiées. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus politisé. Et quand ils se rendent compte que la personne est restée assez longtemps, la situation est un peu stable, un peu comme on a vu en Côte d'Ivoire, Gbagbo a été envoyé là-bas. Ils ont attendu que Ouattara, le président Ouattara, stabilise son pouvoir, l'installe, et quand on se rend compte qu'il l'a installé, bon, maintenant on dit, bon, il peut libérer. La preuve, c'est que, regardez, là, juste après que Gbagbo ait été acquitté, Bensouda vient de partir, là, je pense, le 15, elle est partie le 15, là, il y a quelques jours. Elle a passé le 16. Le 16, elle n'est plus présidente de la Cour. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, on passe à autre chose. Donc, le mandat accompli en quelque sorte, quoi. Voilà. Moi, je pense, bon, la même chose que Wilfried, je dirais encore plus que, au fait, les crimes pour lesquels on semble condamner ces chefs d'État ne sont pas pour autant des crimes constitués. Et donc, on ne prend pas le temps de constituer, de voir si vraiment ceux dont on parle et qu'on accuse sont pour autant vraiment coupables ou pas. Quand je prends le cas de Laurent Gbagbo, il y avait une situation entre deux acteurs politiques. Et donc, fondamentalement, qui a occasionné la mort de 3000 personnes, 3000 Ivoiriens? Est-ce que c'est Gbagbo ou bien c'est Ouattara? Mais toujours est-il que quand on va questionner le passé de la Côte d'Ivoire, il s'est fait que quelqu'un avait prononcé la parole, un message disait, mais s'il faut marcher sur des cadavres pour être président de la République, nous le ferons. Voilà. Et donc, déjà, on peut déjà, à partir de ce moment, situer la responsabilité pour dire, mais qui avait intérêt à ce que les Ivoiriens soient tués dans cette crise? C'est déjà un début. Mais quand on questionne dans le même temps l'histoire encore de la Côte d'Ivoire et qu'on fait le lien entre la relation entre Bensouda et Alassane Dramane Ouattara et son épouse Dramane Ouattara, on se dit quelque part aussi, tout a été mis en œuvre pour humilier un homme. Et donc, quand vous regardez la même situation avec Jean-Pierre Bemba du côté du Congo, étant donné que Jean-Pierre Bemba était une menace et continuait à monter en popularité, il fallait le dégager d'abord pendant un moment, comme l'a dit Wilfried, il fallait le dégager de la scène politique congolaise, histoire de permettre à ce que sa popularité s'étouffe. Une fois que ça s'est étouffé et qu'on arrive à mettre au devant de la scène politique celui qu'on veut positionner, on le ramène parce qu'on sait qu'à un moment donné, sa popularité s'est effritée et donc il n'y aura pas pour autant d'enjeux à le craindre. Donc, voilà un peu la situation. Et moi, j'estime que fondamentalement, et c'est la cause aussi aux acteurs politiques africains, parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire que quand ça arrive comme ça, il n'y a pas une certaine union de la classe politique en griffe de l'opposition ou de la mouvance, celui qui se trouve en difficulté. Ça aurait été que, en Côte d'Ivoire, par exemple, Henri Konan Bédié, Guillaume Soro, à tous ceux-là montent le créneau pour défendre et supporter Laurent Gbagbo, on n'aurait pas assisté à l'inculpation de Laurent Gbagbo ou son maintien au niveau des Pays-Bas pendant 10 ans. De la même manière, du côté du Congo, Jean-Pierre Bemba aurait pu avoir le soutien de ses acteurs politiques contre le pouvoir en place et contre les puissances étrangères, ça n'aurait pas été la même chose. Vous allez voir Uhuru Kenyatta, il a été accusé également. Mais au finish, cette même cour qu'il a accusé a prononcé un non-lieu. Donc, au fond, tout dépend de votre position du moment et de votre force et de votre collaboration avec une certaine puissance à un moment donné pour espérer avoir soit un non-lieu, soit on vous met dans une situation où on vous réduit au silence pendant un nombre d'années, histoire de donner suffisamment de force et de pouvoir à votre détracteur. Et après, on sait que vous êtes anéanti, vous êtes affaibli. On peut vous libérer. Et donc, au fond, si aujourd'hui on dit que Laurent Gbagbo n'est pas condamné, qu'il a été acquitté en 2019 et que Bensouda interjette appel et que 2 ans après, il a été acquitté totalement, cela suppose que si Laurent Gbagbo n'est pas coupable, n'est pas le présumé auteur de ces troubles, de ces meurtres en Côte d'Ivoire en 2010, alors il doit avoir à chercher les vrais coupables de l'autre côté. Et les vrais coupables de l'autre côté, il faut commencer par Alassane Ouattara, les questionner aussi.
peut-être pourquoi pas ne pas l'amener à se présenter aussi devant la Cour pénale internationale, parce que Bensouda est descendu en Côte d'Ivoire, a fait des enquêtes, a choisi des témoins qui, devant la Cour pénale internationale, ont disculpé Laurent Gbagbo. Il y a d'autres qui se sont désistés. Et cela montre toute la machination qu'il y a eu autour de cette affaire pour montrer à tout prix que Laurent Gbagbo était coupable. Mais puisque Laurent Gbagbo étant aussi un homme téméraire, tout est allé très vite en sa faveur. Et malgré les 10 ans de maintien en détention, il finit par être acquitté. Alors, Laurent, vous venez de parler, par exemple, le cas de Conan Bédier et la classe politique ivoirienne en général, hein, qui pouvait soutenir le président de la République, Babo, le soutenir justement à ne pas le livrer à la CPI. Mais est-ce que vous pensez vraiment que l'Africain a cette culture de protection d'un dirigeant au détriment de puissances occidentales qui font pression derrière à ce qu'on leur livre des personnalités pour lesquelles ils n'ont plus besoin? Oui, justement. Vous ne pouvez que jouer le jeu de l'Occident autant que Ouattara. Est-ce que vous pensez, même en RDC, où vous parlez de Jean-Pierre Bemba, nous constatons finalement que ce sont les dirigeants de ces pays même qui jouent le jeu de livraison de leur personnalité? Oui, justement, je l'ai dit, c'est le problème, j'ai dit tout à l'heure que c'est le problème des acteurs politiques, des Africains eux-mêmes. En fait, tant que nous aurons des Africains qui ne pensent qu'à leur intérêt et qui oublient l'intérêt général, qui ne pensent qu'à eux, qui acceptent de se faire manipuler par ces puissances étrangères, nous allons toujours assister à de telles situations. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, Henri Konan Bédié avait soif du pouvoir. Guillaume Soro avait soif du pouvoir. Et tout cela, Ouattara avait soif du pouvoir. Et puisque ceux-là avaient soif du pouvoir, ils étaient prêts à aller s'allier au diable, je dirais en griffe. Je ne dis pas que c'est le diable, mais s'allier au diable pour faire tomber Laurent Gbagbo. Et c'est la même situation que vous voyez dans d'autres pays d'Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puisque nous visons des intérêts, nous voulons nous enrichir, nous voulons à tout prix diriger notre pays, on est capable d'aller s'allier à des personnes de mauvaise foi ou qui n'ont pas d'intérêt pour l'Afrique, d'enjeu pour l'Afrique, pour pouvoir déstabiliser ceux qui font bien pour notre pays. Et donc, c'est la situation. Donc, ce que vous dites, oui, Henri Konan Bédié pourrait bien tenir tête à la France, à certaines puissances étrangères, parce que Henri Konan Bédié, ce n'est pas un homme politique de 40 ans, de 30 ans, de 50 ans. C'est quand même 110 ans, c'est quand même aujourd'hui 80 ans. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire déjà dans votre jeunesse quand vous étiez acteur politique? Et c'est à 80 ans que vous devez aller vous allier contre des puissances pour déstabiliser des gens qui font bien pour votre pays. Le problème de Laurent Gbagbo, je l'ai dit entre-temps dans une émission, son problème, c'est parce qu'il a refusé, à un moment donné, de continuer à vendre le cacao de la Côte d'Ivoire ou bien de laisser certaines puissances fixer le prix du cacao de la Côte d'Ivoire. Et là, on ne lui a pas pardonné cela. Il a fait des contrats de plus de 300 millions de dollars, de milliards de francs CFA pour acheter des armements militaires du côté de la Russie. Il a signé un contrat de 500 millions d'exploitation de produits pétroliers avec la Russie. Et à l'horizon 2022, cela devait aller à 1 milliard de dollars, d'investissement pour l'exploitation du pétrole en Côte d'Ivoire. Et là, certaines puissances ne lui ont pas pardonné cela. Donc, c'est autant d'éléments. Et puisque, en fait, certains acteurs politiques sont prêts à pactiser avec le diable pour pouvoir bénéficier eux-mêmes de ces avantages, ils sont prêts à ne pas soutenir les leurs. Et c'est tout ce qu'on observe dans tout pays africain. Voilà. Pour la même réflexion, M. Wilfried Nandong, est-ce que vous avez la même lecture des faits? Oui, ben, absolument. Je partage entièrement ce que Laurent a dit, mais je vais m'ajouter. Vous savez, M. Kitoko, la difficulté que nous avons en Afrique se résume à 2 points. La première chose, c'est que l'Afrique est victime de ses richesses. Notre sous-sol, partant du nord de l'Afrique, au centre de l'Afrique, au sud, est, ouest, nous sommes dotés de richesses naturelles. Il y a des produits que les Occidentaux veulent, notamment la France, qui estime que il faut garder précieusement son précaré. Aujourd'hui, le monde entier s'accorde à dire que le continent du futur, quand je dis futur, ce n'est pas dans 100 ans, c'est actuellement en fait, c'est l'Afrique. C'est là-bas qu'il y a des ressources humaines,
C'est là-bas qu'il y a des ressources naturelles à exploiter. Et les connaisseurs disent même que les ressources de l'Afrique ne sont même pas exploitées à 20%, malgré les pillages que nous pouvons dénommer. Maintenant, il y a autre chose qui nous embête, c'est que nous sommes avides de pouvoir. Là, je parle des dirigeants africains, c'est-à-dire les gros diplômés de chez nous. Il faut savoir que, comme l'a dit le président, l'ancien président américain Barack Obama, l'Afrique crée des hommes forts au lieu de créer des institutions fortes. Je le maintiens, il faut qu'à l'échelle continentale, l'Union africaine soit une structure qui va gérer tous les pays africains, surtout dans le cadre des élections. Le problème que nous avons chez nous, c'est que les suffrages ne sont pas respectés. On ne respecte pas le vote du peuple. Le vote de l'homme, avant, on empêchait les Noirs de voter. Aujourd'hui, on nous laisse voter, on nous permet, nous avons le droit de voter, mais on ne respecte pas ce qui sort, les résultats qui sortent des urnes. Donc, la majorité des personnes qui dirigent les pays africains, la majeure partie des dirigeants africains, des présidents africains actuels, ne sont pas là parce qu'ils ont obtenu les suffrages de la majorité des personnes qui sont allées au vote. Ils sont là parce qu'ils se sont maintenus par la force et comme ils n'ont pas le quitus du peuple, ils se vendent aux Occidentaux qui viennent, eux, exploiter. Voilà la difficulté que nous avons. Il faut chercher des mécanismes pour inverser cette tendance-là. Il faut que l'intérêt supérieur des nations, l'intérêt supérieur de notre continent soit au-dessus des intérêts personnels des individus, des Africains ou de ceux-là qui prétendent vouloir diriger les pays. Voilà la difficulté que nous avons qui est fondamentale. Il faut que l'Union européenne, j'insiste dessus, tout dépendra de la force que l'on donnera à l'Union européenne, plutôt à l'Union africaine. L'Union africaine doit se doter non pas seulement d'un organe politique fort, mais aussi de se doter des pouvoirs, d'une force militaire pour venir à bout des individus et de ces hommes politiques-là qui s'imposent au pouvoir. On ne respecte, regardez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne respecte pas les constitutions. Chez moi, au Gabon, on ne respecte pas la constitution. On change comme on veut. On a un président qui se retrouve qui va nous faire honte à Londres, un grabataire qui s'impose au pouvoir. Le problème, c'est ça. Chez nous, en Afrique, les gens ne respectent pas les constitutions. On les change à tout bout de champ au service de celui qui est au pouvoir. C'est ça la difficulté chez nous. C'est ça la difficulté que nous avons chez nous. Les gens ne pensent pas partir, ne savent pas quitter le pouvoir. Ils veulent rester là à vie. Ils ne se rendent pas compte que la fonction de président n'est pas une profession. On ne va pas à l'école pour être président. On est là pendant un temps. Après, on doit partir. Mais on va les 30 ans au pouvoir, 25 ans au pouvoir, 40 ans au pouvoir et ça n'émeut personne. C'est ça le problème. Mais ce sont les Africains qui payent le prix. On paye le prix par les nombreux morts lors des élections présidentielles. On paye le prix par les déplacés. On paye le prix par nos frères africains qui sont vendus en esclavage en Libye. Et puis ça, les gens sont étonnés de voir qu'on vend les gens qui viennent mourir au delta de Gibraltar en essayant de traverser. C'est ça le prix de la mort des Africains. Mais on garde espoir parce qu'on pense. On garde espoir, mais il y a quand même un souci. Il y a un souci avec l'Union africaine dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Quand on sait qu'il y a presque la moitié du budget de l'Union africaine financé par l'Union européenne et la grande partie de ce l'Union budget européenne est le siège de l'Union africaine qui est construit par la Chine. Justement, malheureusement. Comment concevez-vous à ce moment-là l'indépendance et la liberté de faire de l'Union africaine pour arriver à cette fin? Justement, c'est ça le véritable problème de l'Afrique, parce que les 16 chefs d'État d'Afrique, tous les pays d'Afrique, en tout cas, même les derniers pays de l'Afrique, a une ressource minière qu'ils exploitent. Et ça fait de la fortune pour ces pays, mais ces pays sont incapables, même parfois, il n'y en a pas mieux, qui sont incapables de payer les cotisations qu'ils doivent payer pour permettre à l'Union africaine de vivre. Et on tend la main au niveau à ces puissances. Vous imaginez, je vous fais une caricature de la situation qui prévoit en Afrique, qui montre que la Cour pénale internationale n'est que là pour être un objet de chantage. Deux situations presque identiques, pas exactement similaires, se présentent actuellement en Afrique.
au Tchad, Idriss Déby aurait été tué au fond. La Constitution prévoit que quand le président de la République meurt, c'est le président de l'Assemblée qui prend le pouvoir. Mais malheureusement, contre toute attente, on voit que c'est son fils qui prend le pouvoir avec un conseil militaire de transition. Du côté du Mali, un coup d'État est élu avec Assimi Goïta. Ibeka est dégagé du pouvoir. Il est contraint à la démission, il part. Assimi Goïta laisse les civils prendre le devant pour mettre en place son gouvernement, mais puisqu'il sent que les militaires ont été écartés, il fait un coup d'État dans le premier coup d'État et il reprend le pouvoir. Dans le même temps où on autorise le fils, Mahamat Idriss Déby, nos militaires, à conserver le pouvoir, à conserver le pouvoir au Tchad, on refuse que Assimi Goïta conserve le pouvoir au Tchad. Pourquoi? Parce que au Tchad, la France a toujours ses intérêts, ce qui justifie d'ailleurs la présence d'Emmanuel Macron aux obsèques du père Idriss Déby Itno. Mais du côté du Mali, parce que Assimi Goïta serait en train de nouer des relations avec les Russes, parce d'ailleurs il a été formé par les Russes, et les Russes arrivent à prendre le contrôle du Mali, en tout cas des intérêts stratégiques au niveau du Mali, ça devient un problème de géopolitique géostratégique entre le Mali, la Chine, entre la Chine et la France et la Russie. Et qu'est-ce qu'on voit? La CEDEAO condamne le Mali, menace de sortir le Mali de ses instances. L'Union africaine qui décide aussi de prendre des décisions. Et pourtant, le président de la commission de l'Union africaine est un Tchadien. Mais aucune décision pour sanctionner le jeune Mahamat Idriss Déby n'a été prise. Pour vous montrer que fondamentalement, les puissances ont toujours leur mot à dire dans la manière dont les pays africains sont gérés. Et ça dépend des acteurs politiques africains. On n'a pas eu jusque-là d'acteurs politiques africains suffisamment engagés, suffisamment décidés, suffisamment courageux pour décider de tourner dos à la France-Afrique entre griffes et tourner dos au néocolonialisme. Donc, toute cette action influe sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Et ne serait pas surpris que d'ici 1 an, 2 ans, qu'on trouve peut-être, si Assimi Goïta n'arrive pas à avoir suffisamment les garanties de la Russie pour se contrôler, se maintenir là, pour faire ce qu'il doit faire après les 18 mois de transition est parti, c'est-à-dire que ne serait pas surpris d'ici 1 an, 2 ans, qu'on lui colle une affaire et qu'il se retrouve devant la Cour pénale internationale. Ou bien je vais même loin, qu'il soit même assassiné, certainement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, excuse-moi Laurent, on a l'impression qu'il y a une véritable bataille en Afrique entre la France et la Russie. Voilà. Et la Russie. Maintenant, il y a en fait, c'est au-delà même de la France et de la Russie. La Russie, la Chine, l'Iran, ces pays ensemble, ces pays ensemble, face à la France, les États-Unis, l'Allemagne. En tout cas, c'est une question d'alliés. Et donc, ça devient un problème, non plus un problème de France-Afrique ou de Russie-Afrique, mais ça devient un problème de groupe qui défend des intérêts géostratégiques et géopolitiques. Donc, c'est une situation. Et donc, tous les chefs d'État à un moment donné, puisque malheureusement, nous sommes dans un pays, comme l'a dit Wilfried, les constitutions sont changées au gré du vent selon l'humeur du chef de l'État, du président en exercice, et au point où chaque président en exercice a des choses à se reprocher. Dans n'importe quel pays en Afrique aujourd'hui, tous les chefs d'État, pour la plupart, ont des crimes pour lesquels ils peuvent se retrouver devant la Cour pénale internationale. C'est ça. Et donc, de ce point de vue, ils sont obligés de faire la volonté de cette puissance pour ne pas se retrouver là-bas. Donc, Wilfried Nandong, vous comprenez que l'évocation de tout à l'heure de faire de la CPI, enfin de l'Union africaine, une institution indépendante avec la volonté africaine et panafricaniste serait quand même difficile. Hein? Oui, elle est difficile, mais elle n'est pas impossible. Parce avec le financement des autres. Pourquoi je dis, Monsieur Kitoko, pourquoi je dis qu'elle n'est pas impossible? Aujourd'hui, quand vous regardez, vous avez remarqué que de nombreux chefs d'État africains se retournent vers la Russie pour amener la Russie. Chez nous, en Afrique, on a un proverbe qui dit « Si tu ne peux pas chasser un lion de ton village, élève un autre lion. »
Parce que le lion, là, quand tu vas l'élever, il a la même puissance que celui que tu ne peux pas chasser. C'est ce que nous observons. Les Africains n'arrivent pas à se débarrasser de la France qui est là-bas, qui s'impose en Afrique pour ses propres intérêts économiques. Mais qu'est-ce que beaucoup d'Africains font? Puisqu'on ne peut pas discuter gagnant-gagnant, on va chercher, on se retourne vers quelqu'un d'autre. La Russie, par exemple, en l'occurrence, avec ses alliés. Et aujourd'hui, le monde aussi, les grandes puissances en ont marre de voir que certains pays européens exploitent l'Afrique pour des raisons qui sont les leurs, alors que ce n'est pas nécessaire, puisqu'aujourd'hui, là, tout le monde s'accorde à dire que les pays les plus riches, et on l'a vu dernièrement avec le coronavirus, qui a géré bien le coronavirus, c'est l'Allemagne, mais l'Allemagne n'a aucune colonie en Afrique. L'Allemagne s'en sort, la Russie s'en sort, ils n'ont pas de colonie en Afrique, mais on se demande pourquoi les autres là, eux, ils vont piller l'Afrique. Donc, les autres aussi se disent, bon, nous aussi, on va aller là-bas, puisque tout le monde veut rentrer, avoir sa part de l'Afrique. Ce qui est dommage, c'est que ce sont les Africains qui vont mourir. Mais je répète, Monsieur Kitoko, nous allons arriver à mettre cela en place. Rien n'est éternel. Moi, je crois fortement qu'aujourd'hui, il y a de nombreux Africains qui ne sont pas dans le prisme comment on appelle ça, le terme que je cherche, c'est cette infantilisation-là dont font montre nos chefs d'État actuels qui vont, à chaque fois qu'il y a un sommet économique de l'Afrique, ça se passe en France. Le sommet, on parle des économies africaines, ça se passe en Europe. Je n'ai jamais vu un sommet des économies européennes se passer en Afrique. Mais c'est seulement, dès qu'on parle de quelque chose qui concerne les Africains, c'est en Europe qu'on vient en parler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux Africains, il y a des Africains aujourd'hui qui estiment que l'Afrique doit se doter de personnes qui adorent ce continent et qui sont des personnes qui sont prêtes. Oui, mais malheureusement, ces Africains dont vous faites allusion n'arrivent à accéder difficilement au pouvoir. Ceux qui ont cette conscience de vouloir changer les choses de manière drastique, ils n'arrivent pas au pouvoir parce qu'il y a encore une classe politique est corrompue, pour certains en tout cas, qui gère encore le continent. Je veux dire corrompue ici en termes de vivre, d'être encore sous la coupole de ceux qui les installent au pouvoir dans ces pays africains. Mais monsieur Kitoko, vous avez remarqué que nous sommes partis des dictatures obscures pour des dictatures éclairées. Aujourd'hui, là, quand vous regardez le Rwanda est une dictature éclairée. C'est quelqu'un qui s'impose pas, mais qui développe quand même un peu le pays. À l'époque, on avait des dictateurs qui se maintenaient au pouvoir par la force, qui vendaient les biens à l'Occident, mais qui ne faisaient rien au pays. Quand vous allez aujourd'hui en Guinée équatoriale, il y a quand même un petit développement en termes d'infrastructure. Mais les régimes sont en train de changer, les Africains se développent, nous avons des outils. Vous parlez de dictature éclairée, vous voulez sous-entendre une dictature souple, une dictature positive? Non, une dictature éclairée, c'est une dictature éclairée, c'est une dictature éclairée, c'est lorsqu'un dirigeant s'impose au pouvoir, mais que ce dirigeant-là met à la disposition des populations des infrastructures de technologies modernes. Il développe le pays. On peut sentir un développement dans le pays. C'est ça les dictatures éclairées. Donc vous pensez que l'Africain, a encore besoin de la dictature? Hein? Une dictature reste une dictature et une dictature n'a jamais été une bonne chose. Une dictature n'a jamais été une bonne chose. Quel qu'en soit. Vous savez, au Bénin, l'ancien président du Bénin, Boniaï, avait parlé de dictature du développement et je crois qu'aucun Béninois n'avait été d'accord avec lui. Une dictature reste une dictature, quel qu'en soit ce que fait ce chef d'État. Parce qu'une dictature prive les libertés fondamentales. Une dictature, ça empêche les citoyens de se prononcer et d'avoir à demander des comptes à leur chef. Et de ce point de vue, aucune dictature, fût-elle de développement, de principe ou modéré, je crois que c'est une mauvaise chose. Il faut décourager cela. Parce que l'Afrique, à un moment donné, a accepté le principe de la démocratie. Et la démocratie, c'est la gestion du peuple par le peuple pour le peuple. Alors que la dictature, c'est un individu qui s'impose à tout un peuple et qui fait subir à tout un peuple son humeur ou son bon vouloir. Donc, j'estime que
quelle qu'en soit la forme de la situation, quel qu'en soit ce que fait ce chef d'État, une dictature reste une dictature. Autrement, on aurait pu dire dans les pays développés que ces présidents, comme aux États-Unis, en France ou en Allemagne, ils pourraient faire preuve de dictature quand même ils travaillent pour le développement de leur pays. Et pourtant, ils respectent les principes démocratiques. Et donc, il faut amener le chef d'État à respecter rigoureusement ces principes et à ne pas transiger sur quoi que ce soit. Je partage ton point de vue, Laurent. Voilà. Et donc, vous êtes d'accord qu'une dictature, c'est une dictature, il n'y a pas de dictature souple ni éclairée, M. Wilfried? Non, non, je m'entends. Je m'entends lorsque je parle de dictature éclairée. Je regarde, vous savez, moi je suis d'un pays, je suis issu d'un pays, le Gabon, où il y a une famille qui s'impose au pouvoir depuis 52 ans, plus de 52 ans, où il n'y a rien sur le plan des infrastructures. Comparé à ce que je vois, si je dois comparer à ce que je vois par exemple au Rwanda, je me dis qu'en 53 ans de pouvoir de la même famille, on aurait dû atteindre, pour un pays comme le Gabon qui a 2 millions, moins de 2 millions d'habitants, c'est inadmissible qu'aujourd'hui on se retrouve à vivre ce que nous vivons au Gabon. Vous comprenez? C'est pourquoi je me dis... N'oubliez pas que le cas Kagame n'est pas aussi un exemple à suivre, parce qu'il y a une famille entière qui est massacrée, en tout cas martyrisée, terrorisée au Rwanda. Et donc, fut-il président de développeur, cela ne lui donne pas le pouvoir de terroriser des gens qui le contredisent. Parce que c'est de la contradiction que naissent les bonnes idées pour le développement d'un pays. Quand vous êtes chef d'État... Nous sommes d'accord. Et que vous pensez que c'est vous seul qui avez la bonne idée et que pour ça, vous devez martyriser les autres, j'estime que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et la plupart du temps, on a vu comment ça se passe. Des gens qui ont été dictateurs et qui faisaient bien pour le pays nous a-t-on dit par le passé, mais qui ont fini très mal parce que c'est une situation qui finit par se retourner contre vous, quel qu'en soit le cas de figure. C'est cela. Je pense que je partage ce point de vue. D'accord. Alors, peut-on finalement considérer, pour terminer cette partie de l'émission, pouvons-nous considérer que la CPI n'est qu'une coquille vide des Occidentaux? Oui, mais la CPI, il faut avoir le courage de le dire, la CPI est un instrument des Occidentaux pour faire du chantage aux acteurs politiques africains qui ne font pas leur volonté. C'est ça. Quand vous regardez les différentes situations en Afrique, les différentes situations pour lesquelles des chefs d'État ont été accusés, et la Cour pénale internationale se base sur les pays pour faire extrader ceux qui doivent être jugés. Et ceux qui doivent être jugés, qui les identifie? Sur quelle base on les identifie? On a dit que Laurent Gbagbo, c'est lui qui était à la base des 3000 morts. On a fait des enquêtes sur des enquêtes. On a fini par comprendre que sur toute la ligne, il n'était pas coupable. Chablé Goudé, qui était son ministre des Sports, on l'a accusé. On a fait des enquêtes. Bensouda est allé en Côte d'Ivoire et allé dans d'autres pays. On allait même accuser Laurent Gbagbo pour des crimes qui ont été dans les pays voisins à la Côte d'Ivoire. Et au finish, rien. Alors, quand on regarde tout ça, et que il y a deux individus qui sont, je dirais, en crise, et que vous amenez l'un des deux devant la Cour pénale internationale, vous faites des enquêtes pendant 10 ans, vous ne trouvez rien contre lui, cela suppose que le coupable se retrouve de l'autre côté. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui alors que quelqu'un saisisse la Cour pénale internationale pour demander à Ouattara d'aller répondre ou bien d'aller laver son honneur devant la Cour pénale internationale? Et si entre-temps il arrivait à être acquitté, il faut soutenir alors les responsabilités pour dire maintenant, finalement, qui a occasionné le massacre de 3000 Ivoiriens. Donc, la Cour pénale internationale n'est qu'une coquille vide, il faut avoir le droit de le dire, c'est un instrument de chantage utilisé par les puissances étrangères pour continuer à martyriser les chefs d'État qui ne font pas leur volonté. Monsieur Landong, un dernier mot pour cette partie de l'émission? Je pense que je fais mien tout ce qu'a dit Laurent. Je pense que la Cour pénale internationale, tous les pays africains devraient se retirer de la Cour pénale internationale. Voilà, devraient se retirer. Maintenant, une dernière question pour clôturer cette partie de l'émission. Mais lorsqu'on voit Laurent Gbagbo qui revient comme ça après 10 ans, presque fatigué en tout cas en regardant l'homme, nous avons eu un long texte hier, un grand reportage hier, vraiment qui nous a pris plus de 4-5 heures hier. Et depuis le décollage de
de l'aéroport des Aventem à Bruxelles et jusqu'à son arrivée à l'aéroport Houphouët-Boigny à Abidjan. Mais à l'arrivée, nous avons vu un homme fatigué, finalement, mais courageux. On a senti Laurent Gbagbo dans son allocution auprès de ses membres de FPI, un homme encore confiant, en tout cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes que devraient faire, par exemple, ces États qui ont été la cible de certaines autorités qui ont été comme ça condamnées de manière, enfin, invitées de manière injuste à la CPI, mais qui se voient comme ça acquittés au bout de 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas de mécanismes qui permettent à ce que ces États-là, ou ces personnes-là victimes de fausses accusations, portent plainte, soit à la CPI pour dédommagement? Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme prévu à cette occasion? Mais, Monsieur Kitoko, si je puis me permettre, je pense que Monsieur le président Gbagbo a porté plainte. Il va porter plainte. Hein. Je pense qu'il a des avocats assez bien outillés dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a des plaintes qui vont être portées. Enfin, moi, je pense que ça va se faire. Hein. De ce côté-là, je n'ai aucun doute là-dessus. Je ne me fais même pas de soucis. La seule difficulté, moi, c'est que Gbagbo, quand je le vois, c'est un monsieur qui effectivement est revenu très vieux, il a 76 ans et Dieu seul sait ce que cela a dû coûter 10 ans d'emprisonnement dans un pays loin pour quelqu'un qui a passé toute sa vie dans son pays à faire de la politique. Et Gbagbo, il est au 3e âge, il n'est plus très. Et là encore, le bilan de santé de ce monsieur, je ne sais pas, j'aurais appris qu'il. Mais il est quand même moins âgé que Alassane Ouattara et Konan Bédié. Oui, mais ce n'est pas le problème, c'est que ce n'est pas l'âge, ce n'est pas une question de nombre d'années, c'est ce qu'il a subi moralement. Vous savez, Alassane Ouattara n'a pas passé 10 ans à la CPI, là où vous ne savez pas quel sort va vous être réservé. Vous pouvez être condamné à perpétuité, vous pouvez être condamné de ceci, de cela. C'est compliqué moralement ce que ça vous joue pour quelqu'un qui a été chef d'État de se voir extradié comme ça dans les conditions que nous avons connues. Comment il a été bombardé, il a subi quand même, on l'a bombardé dans le palais présidentiel, il a subi des bombardements en 2011. Bédié n'a pas subi ce tel bombardement. Pendant toute une nuit, Ouattara non, encore moins. Donc, ensuite, il est extradié Mani Militari, il se retrouve à la CPI. Donc, il a été humilié. Et moi, je pense que quelqu'un qui a subi autant de souffrances en très peu de temps, il n'est pas sorti là-bas sans séquelles. Il y a des séquelles qui sont psychologiques, des séquelles qui sont certainement physique, je sais pas trop, mais moi je pense que ce monsieur, oui, il va porter plainte, mais est-ce que il faut que l'on prie pour qu'il tienne? Il faut vraiment que l'on prie pour qu'il tienne et regardez dans quel état il va trouver son parti politique. Sa formation politique n'est pas la même que celle qu'il a laissée. Il y a eu, elle est aujourd'hui divisée. Le pays est en lambeaux. Et Gbagbo n'est plus très jeune. Et aujourd'hui, il va devoir choisir dans son parti entre son épouse, entre Simone et ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, voilà. Au regard des dernières nouvelles, en tout cas, il se passe des choses. Oui. Bon, les problèmes des couples, on ne peut pas en parler ici à l'antenne, mais bon, presque tout le monde, les analystes qui ont suivi l'événement depuis un mois maintenant, ont appris beaucoup de choses autour de relations, en tout cas, entre Simone Gbagbo et son mari. Ça, ce n'est pas l'objet du débat, mais est-il que il va se passer beaucoup de choses parce que lui-même, hier, il a dit qu'il se remettait au service, justement, de son parti. Lors de son allocution, de ses prises de contact hier, de son échange avec les membres du parti FPI, bon voilà, c'est ce qu'il a dit. On a retenu que Laurent Gbagbo avait la volonté de servir le parti, le FPI. Laurent. Alors, il faut dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord louer la témérité d'un homme, Laurent Gbagbo. Parce que quand vous regardez son parcours, Laurent Gbagbo est resté un homme constant dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire.
Sous Fouboyi, il n'a pas transigé. Et vous avez vu un témoignage de l'ancien responsable, le défunt responsable de Jeune Afrique qui dit que Oufo Boigny a proposé de l'argent à Laurent Gbagbo qui avait refusé. Et après, au terme d'une manifestation, Laurent Gbagbo a été condamné, a été inculpé, il était allé en prison pour 5 mois. Mais Absolument. il n'a pas changé de décision. Il est resté égal à lui-même. Et puis, lui qui finalement gagne les élections en 2000, qui rate, qui peu s'en fallait, aurait pu être dégagé du pouvoir en 2002 par un coup d'État, mais qui finalement est resté en 2002, est née la rébellion avec les Guillaume Soro qui, entre-temps, était financé par Ouattara, l'essayait pour troubler le pouvoir il a même refusé d'aller en guerre, d'où les différents accords, les accords de Marcoussis. Justement, il a refusé d'affronter les rebelles pour mettre à feu son pays. Et les Ouattara et autres qui étaient derrière, aujourd'hui, on voit la situation entre Ouattara et Guillaume Soro pour montrer aussi également que rien n'est éternel sous le soleil. Alors, pour dire quoi, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, qui revient de la CPI, va-t-il porter plainte pour demander des dédommagements? Connaissant l'homme qui n'est pas du tout attaché au bien matériel, ce n'est pas évident. Il peut peut-être le faire pour montrer que, oui, il a raison et donc, par conséquent, on lui doit des excuses pour l'avoir malmené pour autant. Mais dédommagement, je ne vois pas un certain Laurent Gbagbo en train de convoquer pour demander des dédommagements. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme est resté égal à lui-même par la force des choses. On a fini par comprendre qu'il n'est pas coupable. Il est acquitté. Ce qu'il lui reste à faire, puisqu'il se met à la discussion de son parti politique, ce qu'on peut se demander, est-ce que Laurent Gbagbo voudra être candidat à l'élection présidentielle de 2025 pour affronter entre-temps le dauphin, ou si entre-temps Ouattara était encore candidat, l'affronter ou pas, est-ce qu'il va le faire ou et bien il va laisser... Et surtout le raclage. Mais justement, on a vu Ouattara à plus de 80 ans revenir être candidat à l'élection présidentielle. On a vu Henri Konan Bédié vouloir aller aux élections également. N'eût été la situation de fraude électorale qui était pressentie, Bédié aurait été à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en octobre 2020. Donc, est-ce que Gbagbo va se mettre dessus de la mêlée et refuser d'aller aux élections, soit positionner Charles Blé Goudé, son dauphin, ou son fils Michel Gbagbo, qui a été aussi accusé, mais qui a refusé de quitter la Côte d'Ivoire? Il ne faut pas l'oublier. À un moment donné, il a été accusé. Quand il a été libéré, beaucoup lui ont conseillé de retourner en France parce qu'il a la double nationalité, sa mère étant française, qui a refusé de partir et qui est resté sur place jusqu'à être élu député cette année. Et donc, autant d'éléments. On attend de voir la suite, mais je crois qu'en termes de dédommagement, je ne vois pas Laurent Gbagbo qui n'est pas du tout attaché au matériel. Il l'a dit, il n'a pas de compte bancaire, il n'a pas de compte bancaire à l'étranger, donc ce n'est pas l'argent son problème, c'est servir son pays. Et je crois qu'il va beaucoup plus se concentrer sur cet aspect. Alors, nous allons terminer cette partie de l'émission pour chuter justement, éclore définitivement cette émission. C'est de savoir maintenant la question est de savoir maintenant quel est l'avenir réel de la CPI actuellement? Quel est l'avenir au regard de tout ce que tous les forfaits, ce sont des forfaits en quelque sorte. Vous arrêtez quelqu'un, vous l'acquittez plus tard, vous arrêtez les soupçons, vous dites qu'il y a des soupçons. Voilà. À la fin, toutes ces personnalités importantes sont acquittées. Finalement, quel serait maintenant le rôle, enfin l'avenir de la CPI? Quel est l'avenir? L'avenir de la CPI dépend des chefs d'État africains, ça dépend de leur collaboration avec les puissances étrangères. C'est-à-dire que tant que les chefs d'État d'Afrique ne se mettront pas au sérieux, ne comprendront pas que c'est de l'avenir de l'Afrique qu'il s'agit et que l'avenir de l'Afrique se joue à ce niveau, c'est que la Cour pénale internationale continuera d'être un objet de chantage pour certains chefs d'État d'Afrique ou bien certains acteurs politiques en vue en Afrique. Alors, pour parler d'avenir de la CPI aujourd'hui, pour que la CPI se mette au service des Africains et au service du monde, parce que en réalité, comme on l'a dit au début de l'émission, la Cour pénale internationale n'a pas été instituée pour juger que les Africains. La Cour pénale internationale est là pour juger les auteurs de troubles, de crimes, de torture, de violations, des actions de torture un peu partout dans le monde. Mais malheureusement, Laurent, à l'intérieur des pays membres,
Ah oui, à l'intérieur des pays Parce que membres. Mais la Cour ne malheureusement, peut intervenir qu'à l'intérieur des pays qui sont signataires du traité de Rome, c'est ça? et justement, et pour espérer, pour les extraditions, la Cour compte sur la collaboration de ces pays qui sont membres. Et c'est ça qui facilite les extraditions. Alors, maintenant que c'est uniquement que les Africains qui sont jugés. Et on a vu la réaction de Trump sur cette affaire de la Cour pénale internationale. Et on a vu la réaction de certains pays, de certains présidents de pays étrangers, européens, sur la question de la Cour pénale internationale. Alors, si la Cour pénale internationale doit continuer à fonctionner comme ça, autant mieux la dissoudre et compenser à une autre cour, carrément qui est une cour purement africaine. C'est vrai que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui existe aussi également prend des décisions qui sont foulées au pied par certains chefs d'État africains. Les exemples, on en a un peu partout en Afrique, mais même au Bénin, des décisions de la Cour pénale, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ne sont pas respectés. Au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, des décisions de la CADHP qui ne sont pas respectées. Donc, il faut repenser d'abord le mécanisme de l'Afrique, repenser l'Union africaine en premier lieu, créer des institutions fortes plutôt que de continuer à avoir des chefs d'État forts au plus que ces institutions. Et c'est à ce prix que des institutions comme la Cour pénale internationale pourront résister au diktat des chefs d'État. Wilfried, votre lecture de la question? Moi, je fais plus ou moins la même lecture, hein. Je pense que les Africains, l'avenir de l'Afrique dépendra de nous-mêmes. Et il est temps à nous, comme je l'ai dit tantôt en début en entame de l'émission, il faut que les Africains mettent en place des institutions dans ce sens-là. Nous n'avons pas, moi je trouve anormal qu'en 2021, on soit encore à envoyer, aller régler nos problèmes en dehors de notre continent, en fait. Moi, je pense que ça dépend de nous, ça dépend pas seulement des hommes politiques, ça dépend des Africains de manière générale. Il faut que tout le monde s'investisse là-dedans. La société civile également, par le pouvoir des associations, parce que nous avons une jeunesse qui est très associative, qui est très mobilisée dans ce cadre-là et qui fait avancer les choses. Moi, je vois Kémy Seba, par exemple, que je salue au passage, qui fait avancer les choses. Il y a d'autres, il y a eu le ballet citoyen au Sénégal. Au Sénégal, au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Ça veut dire que la société civile doit jouer son rôle. Les religieux, la société civile religieuse doit jouer son rôle. Moi, j'ai vu ce que les mourides font au Sénégal, ou bien aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Mali, la société civile, par le biais des religieux, des chefs religieux, joue un rôle. Donc, il va falloir que tout le monde s'y mette. Nous, on a tendance à penser que les pays, les décisions de nos pays ne relèvent que de la volonté, de la compétence des hommes politiques. Tout le monde doit se jeter dans ce combat-là pour faire avancer les choses, pour que les choses se fassent, en fait. Vous savez, moi, ici, lorsque je me bats en France, lorsque nous allons rencontrer les institutions internationales, chaque fois que nous relevons un problème politique, on nous dit non, 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 on ne peut pas parler parce que c'est de l'ingérence. Mais lorsque c'est un problème qui relève des droits de l'homme, des exactions, ainsi de suite, on se met dans la position de la société civile, pas des politiques. Là, on est plus apte à nous écouter. Donc, ça veut dire que la société civile, dans le monde, a des couloirs qu'elle peut emprunter, que le politique ne peut pas emprunter, et vice-versa. Donc, chacun doit jouer sa partition à son niveau. Donc, voilà un peu ce que je veux dire, en fait. C'est à nous de faire en sorte que la CPI, d'abord, il faut quitter la CPI, ça je le dis, mais à côté de la CPI, il faut se débarrasser de la CPI et créer notre propre cour et la rendre crédible, donc créer des institutions fortes. C'est ça le problème de l'Afrique. Voilà, nous allons essayer de créer notre propre CPI, c'est ça la question. Alors, pour terminer cette émission, je vais vous demander à chacun une question avec une réponse directe. Monsieur Wilfried Nandong, vous êtes gabonais et Laurent Tonikies, vous êtes au Bénin. Alors, la question, est-ce que vous auriez dans vos pays respectifs certaines personnalités qui sont justement, qui peuvent être des clients potentiels pour la CPI?
Oui, mais Ah moi, oui, je moi, dis je pense ça. à Ali Bongodo aller à la CPI. Là, lui, il n'y a rien à dire. Bon, enfin, moi, je ne suis pas. Regardez, moi, je vais te dire, moi, je ne suis pas pour qu'on envoie les Africains. Ça me gêne que l'on soit envoyé des Africains, soit-ils mauvais en termes de dirigeants, est-il commis des exactions avérées ou pas? Je ne suis pas d'accord qu'on les envoie aller être jugés à l'étranger, hors du continent. Ça ne me plaît pas. Je suis contre ça. Mais plus que c'est l'existant, c'est ce que nous avons aujourd'hui. En ce moment, on n'a rien d'autre. Oui, mais honnêtement, je suis pour que. Mais puisqu'on n'a pas encore ces outils-là, on ne va pas attendre qu'il ait ces outils, qu'il y ait ces outils. Aujourd'hui, c'est la CPI que tout le monde a, c'est ce que nous avons aujourd'hui sous la main. À défaut de ce que l'on aime, on se contente de ce que l'on a. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est la CPI. Moi, je pense qu'Ali Bongo doit partir de la CPI, il n'y a rien à dire. Ce n'est pas un homme sérieux. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors, moi, je Qu'est-ce que pense vous que reprochez l'homme qui a stabilisé le pays? Il n'y a pas de guerre, il y a la sécurité. C'est le pays, en tout cas, l'un des pays en Afrique centrale qui ne connaît pas le problème des guerres. Est-ce que vous Qui? pouvez non, mais reprocher une telle Quel stabilité pays qui à ne non, connaît non, pas de guerre? stabilité Monsieur Kitoko, sécuritaire quel à est un le pays qui ne connaît État pas comme le Ali problème de guerre? Bongo? il y a eu plusieurs fois des crises politiques, des tensions au Gabon qui ont fait des morts. Donc, c'est pas un Oui, pays qui mais ne connaît pas de il violence. a su, il a Vous su avez dit, maîtriser. Il a su Le vous maîtriser. avez problème, dit qu'il c'est n'y a pas que de mort. le Monsieur Gabon est un Kitoko, pays stratégique pour la France. Et le Gabon est un pays stratégique pour la France. Et la France n'a pas intérêt qu'il y ait de troubles. C'est pourquoi il n'y a pas pour autant de troubles au Gabon, si on doit parler terre à terre. Alors, pour répondre à votre question, Monsieur Kitoko, je dis que oui, dans mon pays au Bénin, il y a des gens qui peuvent être des clients potentiels de la Coupe pénale internationale. Il est dit, en fait, quand on parle de clients de la Coupe pénale internationale, ce n'est pas que les présidents ou les acteurs politiques, mais tous ceux qui font preuve des actions torture, crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou bien assassinats et autres, peuvent répondre devant la Cour pénale internationale. Donc, quand on va fouiller, je parie qu'il y a des acteurs politiques ou soit des forces de défense et de sécurité qui peuvent se retrouver un jour être clients de la Cour pénale internationale. Ce qu'on va souhaiter, c'est que cette situation, qu'on n'en arrive pas à cette situation où des gens soient obligés d'aller se justifier devant la Cour pénale internationale. Autrement, bon, maintenant, quand on sait aussi que même s'ils vont devant la Cour pénale internationale, tout dépend du bon vouloir de certains chefs et du ça dépend du bon vouloir des puissances étrangères pour que la personne soit condamnée ou pas. Ou que Kenyatta, on a vu ce qui s'est passé dans son pays. Et pourtant, c'est un non-lieu qui a été la décision en son encontre à un moment donné. Donc, autant d'éléments. Alors, Wilfried a cité Ali Bongo Ndimba et chez vous, Patrice Talon n'est pas candidat jusque-là parce que c'est un bon élève. Hein. Je ne dirais que pas que Patrice Talon est bon élève. On a certainement des choses à reprocher à Patrice Talon. La preuve des acteurs politiques et ceux de la société civile ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Des gens, certains ont écrit même à la Cour pénale internationale pour demander à ce que Patrice Talon rende compte de la manière dont il gère le pays, parce qu'on lui reproche un certain nombre de choses. N'oubliez pas qu'en 2019, il y a eu des morts dans le rang des citoyens. Et même pour cette élection présidentielle de 2020-2021, il y a des morts, évidemment, et pour lesquels les gens pensent que Patrice Talon doit répondre devant la Cour pénale internationale. Moi, je ne suis pas praticien du droit. C'est vrai que, est-ce que c'est Patrice Talon qui a tué ses citoyens? On dit que c'est peut-être Patrice Talon qui est le chef de l'État et comme ceux qui ont tiré peut-être reçoivent les ordres de quelqu'un. Mais c'est à ceux-là maintenant, une fois devant la Cour pénale internationale, de dire ceux qui leur ont donné les ordres à un moment donné pour qu'ils en arrivent à tuer des citoyens. Donc, je crois que pour moi, fondamentalement, je ne peux pas tout de go dire que Patrice Talon est un potentiel candidat et client de la Cour pénale internationale, mais je peux dire que, au vu d'un certain nombre de situations, il y a bien des acteurs qui peuvent se retrouver un jour, si tout allait dans le sens normal, il y a des gens qui peuvent se retrouver devant la Cour pénale internationale et répondre des faits qui leur sont reprochés. Voilà. Merci, messieurs. Nous avons terminé cette émission. Mais avant d'envoyer le générique de l'émission, de générique de cette émission, j'aimerais en tout cas vous demander une pensée pour la famille de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo lui-même qui rentre en Côte d'Ivoire ainsi que pour le peuple ivoirien. Avez-vous chacun un message d'encouragement pour ce peuple qui a été pendant 10 ans à l'entente de leur autorité morale, surtout les membres de son parti, qui ont beaucoup rêvé, beaucoup prié en même temps,
ils ont eu beaucoup de patience, justement, parce que la plupart d'entre eux ne juraient que par Laurent Gbagbo et que fait les comptes, Laurent Gbagbo est de retour. Avez-vous une pensée pour Moi, terminer cette émission? Laurent, si tu me permets, s'il te plaît, tu vas conclure. Monsieur oui, Kitoko, Gbagbo, Koudou, Laurent, il n'est plus seulement un Ivoirien, c'est un Africain. Il est une ok. référence pour les Voilà, jeunes comme moi. un Je suis un homme panafricain, politique. panafricaniste. Gbagbo a dit lui-même, je cite, peut-être que je vais me tromper, il a dit quand il allait à la CPI, il était Oui, Ivoirien. Quand il était là-bas, il s'est rendu compte qu'il est africain. oui. Gbagbo, c'est une référence pour moi au même titre que Oumniobé, au même titre que Nelson Thomas Mandela. Sankara. Aujourd'hui, il a pris une autre dimension. Gbagbo n'est plus seulement un Ivoirien. Gbagbo est une référence continentale, mais Une peut-être même référence de mondiale. courage, de bravoure, d'héroïsme, de Voilà les détermination. gens que nous cherchons en Afrique. Voilà, Gbagbo, de il est rentré dans patriotisme. l'histoire. Mhm. Donc les Ivoiriens doivent être fiers d'un homme comme ça. Moi, je suis fier en tout cas. Donc voilà ce que je peux Alors, dire. moi, je dirais qu'il faut vraiment avoir une pensée pour Laurent Gbagbo, non seulement pour lui, mais pour sa famille, pour sa femme et ses enfants, et pour dire aujourd'hui aussi que Alassane Ouattara, qui a voulu réserver le pavillon présidentiel pour Laurent Gbagbo qui a d'ailleurs refusé de passer par le pavillon présidentiel, parce que des soupçons de ce que des gens étaient passés dans le pavillon présidentiel avant l'arrivée de Laurent Gbagbo ne rassurent pas d'une sécurité pour Laurent Gbagbo. On a vu cette affaire au Congo avec les climatisations, avec tout ce qui s'y a autour des opposants qui meurent de façon tragique. Et donc, Laurent Gbagbo, président, et ses partisans prudents ont refusé. Il n'a pas pris par le pavillon présidentiel. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara a tout intérêt à ce que Laurent Gbagbo se porte très bien en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous regardez la mobilisation pour accueillir Laurent Gbagbo, quand vous regardez, vous écoutez, vous avez vu les acteurs culturels, les acteurs de la tradition, les traditionnalistes à l'aéroport pour accueillir Laurent Gbagbo, les jeunes. Quand le convoi passait, toute la mobilisation montre clairement que Laurent Gbagbo reste un homme populaire. Et comme l'a dit Wilfried, il n'est plus un Ivoirien, il est devenu un panafricaniste. Et tous les panafricanistes sincères d'Afrique croient en Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et donc, toucher un seul cheveu de Laurent Gbagbo aujourd'hui peut être préjudiciable pour Alassane Ouattara. Il risque de ne pas finir son mandat et ça risque de dégénérer une fois encore en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va souhaiter, comme Laurent Gbagbo même l'a dit, il se met à la discussion de son parti politique, on va souhaiter que la sagesse l'anime, mais la sagesse anime aussi Alassane Ouattara, que la sagesse anime les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, que la réconciliation soit effective, sincère et qu'il n'y ait pas de trouble pour l'avenir, parce que la Côte d'Ivoire constitue un pays, un maillon, un pilier essentiel pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique entière. Et donc, quand ça va dégénérer une fois encore en Côte d'Ivoire, c'est toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique qui va en pâtir. On ne souhaite pas ça pour la Côte d'Ivoire. On ne souhaite que la paix, la réconciliation dans les faits et que tout se passe pour le meilleur. Alors, pour terminer, certains analystes hier avaient évoqué certains éléments comparatifs avec Nelson Mandela à sa sortie de prison, en disant par exemple que oui, aujourd'hui, c'est un Africain qui sort, qui arrive, ce n'est plus un Ivoirien, comme vous le dites aussi. Et bon, en comparant les deux hommes, les deux personnalités, Mandela qui sortait de prison, Laurent Gbagbo qui sortait également de prison, mais on constate quand même qu'il n'y a pas assez de médiatisation de Laurent Gbagbo autant que ceci a été fait pour Nelson Mandela. Est-ce que parce que les deux hommes, les deux personnalités n'ont pas la même aura? Non, la différence entre Nelson Mandela et Laurent Gbagbo est bien nette. Hein. Nelson Mandela a quitté le pouvoir, la prison pour aller au pouvoir. D'accord? Laurent Gbagbo sort de la prison pour être confronté à quelqu'un qui est au pouvoir dans son pays. Et tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, c'est que ça aurait été un autre chef d'État qui est au pouvoir et que ne soit pas Alassane Ouattara, la mobilisation aurait été plus dense que ça et la médiatisation aurait pu être plus dense que cela. Mais puisque c'est quelqu'un qui est son challenger direct, qui est au pouvoir, tout ce qu'on doit faire pour donner de la visibilité à ce que Laurent Gbagbo revienne au pays est étouffé. La preuve, vous avez vu, on a autorisé son retour, mais en même temps, on met les forces de l'ordre pour gazer
les jeunes qui se mobilisaient avec les gaz lacrymogènes. Donc, c'est un peu ça la situation. Dans le cas de Nelson Mandela, il est sorti de prison en leader pour prendre le pouvoir, pour diriger son pays. Wilfred, avez-vous un commentaire pour terminer à cette question? Bon, monsieur Kitoko, moi je n'aime pas trop qu'on compare les gens, hein. Nelson Mandela a ses spécificités, Gbagbo a sa spécificité. Les deux sortent de prison, Évidemment. mais ils ne sont pas rentrés en prison de la même manière. Gbagbo a subi un coup d'État. Gbagbo, ce sont des Occidentaux qui ont fait le coup d'État, qui l'ont bombardé pendant des jours, pendant peut-être Oui. 3 ou 4 jours, pour l'emmener chez eux, pour aller le juger chez les Blancs. Mandela se battait contre des Européens chez lui pendant une très longue période d'années. Donc, moi, je ne pense pas que la comparaison est nécessaire à faire. Oui, c'est vrai. Pour être sincère, on n'a pas besoin de faire la comparaison, c'est vrai. Moi, je pense que Gbagbo sort au niveau où, vous savez, les médias, quand on parle de médias, en Côte d'Ivoire, Ouattara, il a ses médias, il gère la télévision nationale ivoirienne. Mais les Africains ne regardent plus les télévisions africaines. Les Gabonais, les Africains sont sur les réseaux sociaux. C'est là où tout le monde est. Et je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, tout était concentré sur Gbagbo. Tout. Et même dans la ville, il y a des Africains qui sont partis de nombreux pays et de l'Europe pour aller assister avec les yeux à l'arrivée de Gbagbo. C'est parce que, bon, l'organisation sur place n'a pas été à la hauteur de l'homme. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a eu trop de couacs. Les gens qui ont organisé l'arrivée de Gbagbo, et avec aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein, le pouvoir de Ouattara a tout fait pour amener des boycotts ici à gauche et à droite pour diminuer l'impact et la visibilité de l'arrivée de l'homme, de l'Africain dans son pays. Bon, maintenant, Mandela, c'est autre chose. Mandela, c'est une autre dimension qui est différente. Hein? C'est un long combat. Mandela a fait 27 ans de prison dans des conditions que nous connaissons et pour des raisons que nous connaissons. C'était un peu un moment où il y a eu une ségrégation, où les Noirs n'avaient pas droit à ceci ou à cela. C'était mondial, en fait. Donc, ce n'est pas la même chose. Je pense que Gbagbo a sa spécificité. Nous savons pourquoi nous aimons Gbagbo. Mandela aussi a sa spécificité. Nous savons pourquoi nous aimons Gbagbo. Les deux se rejoignent à un niveau, mais pas, en ce qui me concerne, moi, je ne pense pas qu'il y a lieu de les comparer. Je ne les comparerai pas. Chacun a sa place exceptionnelle dans son apport, dans le développement des mindsets des Africains. Merci. Merci en tout cas de votre fidélité à cette émission. Merci en tout cas pour votre détermination et surtout votre pertinence à toutes les questions qui ont été posées à cette émission. À moins que vous ayez chacun un dernier mot à ajouter à tout ce qui est déjà dit. Et ainsi donc, nous allons clôturer cette émission. Je commence par M. Tony Kies. Avez-vous un dernier mot, s'il vous plaît, pour terminer l'émission? Non, le dernier mot que j'ai, c'est surtout à l'endroit des chefs d'État d'Afrique, pour qu'ils se prennent enfin au sérieux, qu'ils comprennent que c'est de l'avenir des enfants d'Afrique qu'il s'agit. Ils ne vont pas continuer à penser à eux et sacrifier l'intérêt de tout un peuple, de tout un continent. À un moment donné, il faut que des gens parmi eux puissent se démarquer de la situation qui prévaut actuellement pour comprendre que les ressources d'Afrique doivent profiter aux Africains. Si Laurent Gbagbo a été combattu parce qu'il n'a pas voulu que ce soit la France qui continue à fixer le prix du cacao ivoirien, je crois que certains pays comme le Togo, comme le Bénin, comme le Tchad, comme le Nigeria, doivent pour commencer par dire, évidemment, notre pétrole, nous l'exploitons. Le cas du Niger qui a l'uranium qui sert à donner l'électricité à la France, mais malheureusement, plusieurs régions du Niger sont encore dans le noir. Donc, il faut désormais que les ressources du sous-sol de ces pays profitent aux citoyens de ces pays. Et c'est à seul prix que nous allons contribuer au développement de l'Afrique. C'est à ce seul prix que nous aurons les moyens de développer l'Afrique. Il faut maintenant créer des institutions fortes dans ces pays plutôt que d'avoir des chefs d'État forts qui foulent aux pieds les décisions des institutions
d'Afrique. Merci. Monsieur Wilfried Ndong, dernier mot. Bon, moi, mon dernier mot est simple. Hein. Les gens parlent beaucoup de mondialisation on parle beaucoup de mondialisation, on parle beaucoup de concert des nations. J'aimerais dire à l'endroit, j'ai un petit message en guise de conclusion à l'Africain, que la mondialisation n'est que la somme des particularités. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux dirigés vers l'Afrique. Et l'avenir de l'Afrique ne peut pas se concevoir sans notre avis, sans notre contribution. L'avenir de notre continent ne doit pas se concevoir sans notre contribution. Et il faut que les Africains, la jeunesse africaine, parce que nous avons le continent le plus jeune de l'humanité actuellement, il faut que les Africains arrêtent de penser que la politique ne concerne qu'une certaine classe ou certaines familles ou certaines personnes. On ne peut pas réduire la jeunesse africaine à faire de la musique, faire de la chanson, jouer au foot, aimer la Champions League, aimer l'euro. Les Africains doivent se mobiliser et s'intéresser au devenir de leur continent à travers un certain nombre de notions, nos langues, savoir ce qui nous sommes, notre histoire, l'histoire de l'Afrique. Il faut aduler, congratuler, garder, protéger les dirigeants que nous considérons comme étant nos repères, à l'instar de Laurent Koudou-Gbagbo. Ça doit être cela. J'aurais aimé qu'on ait des t-shirts avec son visage. C'est ça. Moi, je pense que l'Afrique, on ne doit pas, parce que ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les Africains, tous les Africains veulent venir en Europe, pendant que tous les Européens qui ont la vision, qui sont des visionnaires, vont maintenant en Afrique, non pas pour faire des affaires, mais ils vont acheter des terres et ils s'installent maintenant en Afrique, parce que les Européens achètent maintenant des terres en Afrique et s'installent. Les entreprises louaient à l'époque. Une entreprise arrivait, elle loue un endroit parce qu'elle sait qu'elle n'est pas là pour longtemps. Aujourd'hui, les entreprises européennes ne louent plus. Elles achètent les endroits parce qu'ils vont là pour s'installer. Ils ont compris que c'est là-bas l'avenir. Moi, je le dis à tous ceux que je rencontre ici, que nos enfants que nous faisons ici, là, en Europe, ils ne vont pas vivre en Europe. Ils vont repartir. Donc, parlons-leur les langues, nos langues. Et donnons-leur les noms de chez nous. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je pense. Voilà. Donc, je dis qu'il faut que les Africains se réveillent, que tout le monde se réveille dans ce qui est important, c'est-à-dire le devenir de notre continent, parce que ça doit se faire qu'ensemble. Merci. Tel aura été le dernier mot de cette émission, de votre intervention ce soir. Merci, chers messieurs, d'être passés à cette émission de Télé Saturne de Canal Africa 54. Nous allons encore avoir un autre débat demain à la même heure. Nous savons que pour le moment, la plupart des gens sont scotchés à regarder la Coupe d'Europe de football actuellement. Et donc, c'est la raison pour laquelle nos émissions sont diffusées tardivement la nuit, après que tout le monde aura regardé son match. Voilà, nous avons encore un autre débat demain, toujours autour de cette question relative à Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire, et quel est l'apport justement des Africains aujourd'hui sur la question de la CPI, l'avenir de la CPI, la compréhension des autres pays membres de la CPI, quelle attitude devraient-ils prendre à partir de ce moment-ci, la considération qu'ils ont de la CPI, qu'est-ce qu'il faut prendre, quel genre de décision il faut prendre, qu'est-ce que l'Union africaine devrait faire désormais pour se désengager de la CPI ou de créer un autre tribunal proprement africain qui pourrait justement juger les Africains en Afrique. Voilà, qu'il d'en avoir une cour internationale, pénale internationale annexée pour juger uniquement les Africains, alors qu'à la base, c'était créé pour juger tout le monde. Voilà, merci, chers messieurs, d'être passés à cette émission. Merci, monsieur Kitoko. Oui. Un dernier mot, c'est ça? Merci beaucoup. Non, merci beaucoup à vous aussi. Pour terminer l'émission. Merci en tout cas. Hein. Merci. Oui. Je vous remercie. Nous allons vous contacter encore une fois pour un autre débat. Merci beaucoup, monsieur Kitoko. Merci pour l'émission. Merci. Merci en tout cas à vous deux. Demain, nous aurons encore un grand débat sur Télé Saturne et Canal Africa 54. Merci à vous tous que vous avez regardé. Merci pour tous ceux qui avaient eu l'intention de nous écrire. Nous avons eu quelques questions que nous n'avons pas pu
répondre à l'antenne parce que vous avez constaté que nos intervenants étaient vraiment très engagés, très concentrés à répondre aux questions sensibles que nous étions en train de passer à partir de notre studio. Alors, demain, je viens de le dire, un grand débat. Si vous avez besoin de participer à cette émission, vous n'avez qu'à nous contacter ou nous envoyer un mail à l'adresse qui a été affichée tout à l'heure. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que Laurent Koudou-Babo, le peuple ivoirien, est déjà satisfait du retour de l'homme, du héros vivant, Laurent Gbagbo. Cet homme qui a été victimisé par la communauté internationale et envoyé de manière injuste à la CPI. Le voici rentré en triomphe. Le retour triomphant de Laurent Gbagbo aura marqué les esprits de tous les Africains du monde. Qui sera le prochain alors, cette fois-ci? Mais est-ce que les Africains vont-ils encore livrer le leur? Ce serait en tout cas injuste que les Africains continuent à livrer le leur au niveau de cette Cour pénale internationale qui a déjà montré ses faiblesses. Merci d'avoir suivi cette émission. Et c'est votre humble serviteur habituel de cette émission de Géopolitics, René Roch Kitoko. À très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.